Les Red Sox de Boston, Marc, ça n'a pas été une bonne semaine. Ça a pris une poussée en 9e manche pour remporter le match de dimanche contre Arizona. On a évité le balayage. On a mis fin à une séquence de défaites. Puis, en préparation de ce balado, tu me disais, tiens, ça coïncide avec l'absence de Roman Anthony. Ben, écoute, je pense pas que c'est une coïncidence. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Don Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huseau et Mark Griffin. Bienvenue en compte complet, le compte à rebours est déjà amorcé. Vous le savez si vous nous suivez, Alain Huseau en compagnie de Mark Griffin. Oui, 3 semaines avant la fin de la saison régulière. Et aujourd'hui, on va s'arrêter principalement sur les luttes dans la Ligue américaine. La Ligue nationale, sans dire que c'est joué, il va falloir un retournement spectaculaire de situation pour que ça change. Il s'agit de déterminer les affrontements, je crois. Dans l'américaine, l'Est et la lutte pour les équipes repêchées. On va parler aussi des Brewers de Milwaukee. Ils vont finir premier dans la centrale, sauf que ça se complique un peu pour l'utilisation des lanceurs avec des releveurs qui tombent au combat. San Diego, on est bien placé en relève, sauf qu'un gros morceau qui est tombé au cours de la dernière semaine, Jason Adam. Match en point et coup sûr qui n'en a pas été un, et non seulement ça, mais l'équipe qui perd le match. Ce sont des Dodgers qui ont réussi cet exploit. On va parler de Mason Miller, qui a lui aussi réalisé un exploit, manche immaculée, mais c'est pas si rare. Ça n'arrive pas souvent, mais lui l'a fait d'une façon à laquelle on ne s'attendrait peut-être pas. On parlait, Marc, du dossier Frambert-Valdez. Ça fait près d'une semaine, mais on n'a pas eu le temps vraiment de s'arrêter sur ce dossier-là et décès de David Johnson, l'ancien gérant des Mets de New York. Marc, tout de suite, on va commencer dans le vif du sujet. La lutte dans l'Est de la Ligue américaine, évidemment, cette série en fin de semaine entre les Yankees et les Blue Jays. Les Blue Jays, les bâtons ont été assez silencieux chez les Blue Jays. Dans le match de dimanche, on a nettement manqué d'opportunisme, surtout en début de match. Puis, regarde, en défense, on n'a pas été parfait. Puis, Marc, la Série mondiale l'a montré l'année passée, des petites choses font peut-être des grosses différences dans ces affrontements. Oui, c'est clair. Écoute, ça a été une bonne série. Néanmoins, les matchs serrés, faut-il le dire, sur peut-être moins le premier, mais je veux dire, ça a été quand même bien fait. Tu vois que lorsque Beau Bichette n'est pas dans la formation des Blue Jays, dans le cas de dimanche, là, ça paraît, Alain. Ça paraît. Ouais. J'aime le fait de voir, tu sais, des Clement, des Miles Straw, c'est parfait, mais à un moment donné, oups, on s'essouffle un peu là, des fois avec tout ça. Effectivement, manque d'opportunisme en fait à ce niveau-là. Alors, écoute, Alain, c'est le dernier droit. C'est pas évident pour bien des joueurs qui vivent peut-être pour la première fois cette course au championnat, d'être devant les Yankees et les Red Sox. Est-ce qu'on serre les bâtons un petit peu plus? Est-ce qu'on se met un peu plus de pression? C'est pas impossible. Mais tu sais, c'est pas de la mauvaise balle néanmoins qu'on joue là, présentement du côté des Blue Jays. On a eu des. Tu sais, bon, on a accordé un coup de circuit hier, c'est correct, mais on a tenu bon, ça a été serré. Donc, tu sais, il y a quand même des éléments positifs à retenir de cette série-là, mais là, on ne peut pas échapper trop des séries d'ici la fin de l'année, compte tenu évidemment de ce qui se passe avec les Yankees et les Red Sox. Là. Bon, on va parler, Marc, de la fin de semaine. Ben, la semaine des Yankees, ça va bien. C'est la meilleure équipe depuis 3 semaines là, dans le baseball majeur. Je pense que le fait qu'on en ait perdu 2 puis qu'on aurait pu effectivement gagner cette série-là chez les Blue Jays, on était vraiment pas loin. Mais es-tu capable de m'expliquer l'utilisation d'Aaron Judge au champ droit? Non. Je suis pas capable de te l'expliquer, Alain. Moi, je pense qu'on a parlé à Judge, puis on s'est dit, garde, vas-y, lance la balle à l'intercepteur, ça va nous permettre d'avoir une formation un petit peu plus redoutable en attaque. Tu sais, Alain, clairement, le gars ne peut pas lancer, là. Je veux dire, lorsqu'il y a eu dans le premier match, Varsho avait encore 2 pas à faire avant de toucher au 3e but. Il y aurait eu, de toute évidence, un jeu serré, là. Ouais. Il n'a même pas essayé de lancer, là. Alors, il n'est pas apte à lancer une balle. C'est une blessure importante qu'il a au coude et je m'explique mal qu'on ait décidé de le laisser là. Je m'explique mal aussi que Judge l'accepte. Judge va l'accepter parce qu'évidemment, il va dire qu'est-ce que je vais faire. Tu sais, je vais tout faire pour que l'équipe puisse gagner, mais
Ouais. Je trouve ça spécial. Je trouve ça spécial de l'avoir essayé. Puis là, de toute évidence, c'était pas la bonne chose à faire. Là. Écoute, c'est qu'on juge qu'on a une meilleure formation offensive puis que ça compense pour les carences d'Aaron Judge. C'est la seule explication possible, Marc. Alain, c'est plus que des carences dans le sens que, tu sais, là, tu vas me dire, ben écoute, je suis pas médecin, est-ce qu'il peut aggraver sa blessure? Mais, tu sais, si tu peux pas lancer, ouais. tu sais, je veux dire, si la balle le trouve moindrement, là, une balle frappée sur le long de la ligne, est-ce que c'est un trip? Parce que là, évidemment, là, on sait que là, les relayeurs savent qu'il faut qu'ils aillent vraiment loin pour aller agir comme intercepteur, tout ça. Donc, on voit là que moindrement on est exposé, là, il y a un danger réel. Alors, est-ce que le fait que tu as un meilleur bâton de plus en formation va vraiment compenser pour ça? Moi, je suis loin d'être certain, là. Oui, mais c'est le calcul, et Marc, on ne s'obstiendra pas là-dessus, c'est le calcul que font les Yankees, visiblement, là, pour l'utiliser. Puis, moi, ce que ça m'amène à penser, Marc, tu parlais justement du fait ce qui peut aggraver sa blessure. On va commencer, évidemment, éventuellement, une fois que la saison finit, à parler de l'an prochain. Mais je pense que ça ne regarde pas bien pour Aaron Judge, là, parce que tu sais, si on ne craint pas d'aggraver cette blessure-là, c'est que c'est l'opération qui s'en vient après la saison. Moi, je ne peux pas voir autre chose présentement. Là. Écoutez, Bryce Harper a subi l'opération de type Tommy John. C'est pas propre seulement au lanceur. Là, donc, c'est pas impossible que ça soit ainsi. Le problème, Alain, c'est que c'est une décision d'organisation à prendre. C'est que est-ce que tu décides de le faire opérer maintenant, par exemple, pour qu'il puisse être prêt le plus tôt possible pour la saison prochaine et en début de saison, ou parce que si tu attends la fin de la saison et les séries, il ne jouera pas l'année prochaine. Là. En tout cas, il ne jouera pas une bonne partie de la saison. Donc, c'est des calculs, pas évident. C'est pas évident comme décision, mais compte tenu que les Yankees sont dans la course, évidemment, pour non seulement pour les séries, mais pour remporter le championnat de la division, là, c'est là qu'on s'est dit, ben, on a besoin de son coup de bâton, évidemment. Là. Oui, et tu as une chance cette année, Marc. Tu as une chance légitime de gagner cette année. Donc, tu veux l'avoir cette année. Moi, je trouve que la décision se justifie très bien. Dans la mesure où c'est pas facile de gagner une série mondiale, malgré tout l'argent que les Yankees ont mis, Marc, dans cette équipe-là. Depuis 2000, on a gagné qu'une seule série mondiale. C'est-à-dire deux. 2009, ben oui, c'est ça, une seule. C'est celle de 2009. Donc, tu comprends que là, moi, je pense que le jugement qu'on fait, puis il est légitime, c'est qu'on a une bonne chance encore cette année de remporter la Série mondiale. On veut nos meilleurs, puis Aaron Judge va être là. Puis, je suis d'accord avec toi, Alain, parce que en date d'aujourd'hui, là, tu regardes, est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui se démarque au point de se dire en ce moment, autant nationale qu'américaine, Alain, qu'on va dire, eux autres, ils s'en vont direct à la Série mondiale. Je ne peux pas dire ça, là, Alain. Il y a des bonnes équipes, mais il y a personne de parfait actuellement là, on pourrait débattre les Phillies, mais finalement, ils n'ont pas Zach Wheeler. On pourrait débattre avec les Brewers, ils ont perdu des releveurs pas mal. On pourrait faire ça avec chacune des équipes, là. Donc, il y a une fenêtre, de toute évidence, là, pour toutes ces équipes-là. Là. Oui. Les Red Sox de Boston, Marc, ça n'a pas été une bonne semaine. Ça a pris une poussée en 9e manche pour remporter le match de dimanche contre Arizona. On a évité le balayage. On a mis fin à une séquence de défaites. Puis, en préparation de ce balado, tu me disais, tiens, ça coïncide avec l'absence de Roman Anthony. Ben, écoute, je pense pas que c'est une coïncidence. C'est vraiment... il donnait le ton, Alain, comme premier frappeur. C'est un gars redoutable, peut frapper avec puissance. Tu vas me dire c'est une recrue. Oui, absolument, mais il fait une différence. Est-ce que c'est la seule raison? Non, évidemment. Mais tu sais, tu perds un joueur de sa qualité, un gars important, c'est sûr que ça va avoir un effet sur l'équipe. On avait chamboulé un peu cette formation-là avec l'arrivée de Roman Anthony, surtout lorsqu'on l'a inséré comme premier frappeur. Puis là, ben, on n'a peut-être pas trouvé la combinaison en son absence. T'sais, ceci étant dit, les Red Sox sont une bonne équipe. On a vu des jeux en défense spectaculaires. Il y a des bons athlètes dans cette équipe-là. Puis, tu as un releveur numéro 1 qui fait, ma foi, que dire de plus sur Aroldis Chapman, Alain? Ça fait 50 frappeurs là, qui n'accordent pas de coup sûr, de suite. Là. Et dans le match de dimanche, c'est 4 retraits sur des prises. Là, tu vas me dire, 4 retraits sur des prises.
Ben oui, il y a une troisième prise échappée, fait que, il a retiré l'autre sur des prises. Alors vraiment, tout ce que fait Chapman en ce moment, là, c'est une avance des Red Sox. On ferme les livres là, en 9e. Là. Puis Marc, il y a des bons bras en relève. C'est peut-être l'équipe la mieux nantie en relève présentement, peut-être même en tout cas dans la Ligue américaine. Je fais le tour, là, puis il n'y a pas de certitude, je peux te dire ça. Le retour de Slayton fait du bien, mais Garrett Whitlock fait du sacré bon boulot, Marc, en relève depuis le début de l'année. On a quelques options du côté gauche. Moi, j'aime ça. Il s'agit maintenant, bon, nos 3 premiers partants, on les a. Par la suite, Marc, c'est là que ça peut se compliquer. Tu sais, est-ce qu'on va rejoindre soit les Yankees ou les Blue Jays? C'est loin d'être certain. Mais si on est comme équipe repêchée dans un 3-5, Marc, ça se termine dans 3 matchs. Tu as 3 quand même gros morceaux avec Giolito, Bello puis Crochet. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont ce luxe d'avoir 3 partants qui vont aussi bien présentement. Non, écoute, moi, je pense que les Red Sox sont bien équipés en ce moment là, pour certainement sécuriser leur place en série, mais donner une chance, absolument. Comme j'ai mentionné tantôt, je veux dire, toutes les équipes ont des défis. Il n'y a personne en ce moment qu'on peut dire qui s'en vont là, directement en série de championnat ou série mondiale. Donc, c'est une année de fun pour les séries. Vraiment, là, il peut y avoir de belles surprises là-dedans. Là. Et les Red Sox en font partie. Oui. Équipe repêchée des américaines, Marc. Il y a 5 équipes qui se battent pour une place. On prend pour acquis que les Yankees et les Red Sox vont passer. Dépendant des Blue Jays, bon, les Blue Jays vont passer, là, c'est clair, même s'ils font rejoindre par les Yankees et ou les Red Sox. Je regardais les 5 équipes, Marc, il y a 2 équipes qui vont jouer beaucoup plus à domicile qu'à l'étranger, c'est Cleveland et Seattle. Et je trouvais que le calendrier de Seattle les favorise. Il va juste falloir, Marc, leur donner un coup de pied au derrière. Parce qu'on regarde, c'est pas une équipe qui joue bien depuis quelques semaines. On a affronté en fin de semaine les Braves. Les Braves, c'est pas compliqué, Marc, comme plusieurs équipes éliminées. Si tu prends les devants tôt dans le match, tu les écrases. C'est pas compliqué. C'est ça qu'il faut que tu fasses contre les bonnes équipes. C'est ça qui est arrivé dimanche. Mais là, Seattle, il faut se mettre à mieux jouer. Je regarde l'ensemble des 5 équipes. C'est bien malin pour dire qui va avoir l'avantage. Tu sais, Tampa Bay, il reste 2 séries à domicile. C'est un calendrier qui n'est pas facile. Rangers, Marc, j'aimerais bien croire en cette équipe-là, mais il y a tellement de blessés. Tu sais, Garcia est tombé au combat. Seager, crise d'appendicite. Semien finit pour la saison. Ces 3 gars-là, c'est le cœur de l'équipe. Puis on réussit quand même à faire quelque chose. Je ne sais pas. Je pense que Seattle, c'est l'équipe la mieux placée, mais il faut mieux jouer. Ben, c'est la beauté de la chose, Alain. Tu déjà le sais pas. Puis effectivement, on le sait pas trop. Tu as raison de mentionner que les Rangers, c'est pas la formation que tu veux bien mettre sur le terrain à ce stade-ci. Mais écoute, on a quand même gagné 7 de nos 10 derniers matchs. Fait que, tu sais, on est dans la course. Je regarde Cleveland. Tu sais, on a quand même un différentiel négatif de moins 48. Ça veut pas tout dire, tu vas me dire, mais ça reste que on ne donne peut-être pas les meilleures chances, mais on est proche. Les Royals sont encore négatifs, c'est moins 1, là, mais c'est... Tu sais, tu regardes les Rays là, qui sont à 4 matchs, ils ont un différentiel de plus 55. Mais là, c'est le calendrier qui est un petit peu plus difficile. Alors, il y a des défis, Alain. C'est pour ça que même si le chiffre paraît... Tu sais, 2 matchs et demi derrière, 3 matchs et demi derrière, tu te dis, écoute, là, tu sais, une bonne semaine d'une équipe, une moins bonne de l'autre, c'est dur parce qu'il y a bien des équipes d'impliquer. C'est pas si évident que ça de rattraper tout ce temps perdu, mais c'est faisable. Et tu as raison que Seattle a besoin de plus de constance, Alain. Là, on a gagné nos 2 derniers matchs, mais tu sais, faut frapper, Alain. Je veux dire, on s'est bâti une bonne équipe à l'attaque. Là, enfin, là, diront certains, à la date limite des transactions, des gars pour appuyer Cal Raleigh, mais tu sais, il faut montrer un peu plus de constance là, en attaque pour vraiment s'assurer de sécuriser ce poste-là là, en série. Là. Oui, je suis bien d'accord là-dessus, Marc. Puis je voyais des chiffres en fin de semaine. Tu sais, on parlait du personnel de lanceur de l'équipe. Personnel de lanceur, Marc, on va le dire, là, probablement qui a été surévalué en raison du stade. Puis à part Brian Wu, là, il y a une différence énorme entre le rendement à domicile et le rendement à l'étranger de la part des lanceurs. Là, puis quand tu regardes à moins de ne pas mériter plus, là, qui tient compte du stade, on est nettement en bas de la moyenne du baseball majeur chez les Mariners de Seattle. Tu comprends? Il va falloir en donner plus chez ces fameux lanceurs. Là, on joue, comme je disais, majoritairement à domicile. Il n'y a pas d'excuse si on se rend pas en série chez les Mariners. Exact, Alain. Puis, tu sais,
tu sais, la fiche victoire-défaite à l'étranger, il y a un minimum que selon moi, faut atteindre pour être, tu sais, respectable. Puis écoute, les Rangers, Alain, la pire équipe à l'étranger. C'est seulement 30 victoires à l'étranger pour les Rangers du Texas. Peut pas, tu sais, alors que bon, les autres équipes, c'est quand même pas si mal. Tu regardes, les Guardians jouent pour 500 à l'étranger, donc on n'est pas si pire. Mais ce sont nettement les Rangers là, qui se démarquent négativement dans le dernier droit. Puis avec, évidemment, une jeune équipe, là, avec l'absence des joueurs que tu as mentionnés, c'est un bon défi. Un bon défi pour cette équipe-là de tenter de se faufiler en série. Oui. C'est le temps de la question de la semaine. C'est une présentation de Silmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.silmar.ca. On vient de parler de la lutte pour les équipes repêchées. C'est qui, selon vous, qui va terminer troisième dans la Ligue américaine? Votre choix. Donc, pour joindre les Yankees, les Red Sox ou encore les Blue Jays, on ne sait pas trop. Donc, on vous invite à vous prononcer. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, facebook.com/compte complet balado ou directement sur notre site internet, comptecomplet.com. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Alain, je vais prendre quelques instants pour souligner notre partenaire, notre principal partenaire Plan de Match, cette merveilleuse boutique et à Boucherville, une au Saguenay également. Cage de frappeurs, cours privés, tout ce que vous voulez pour le baseball et visitez surtout leur boutique en ligne. Alors, boutiqueplandmatch.com tout au long de la saison hivernale. On peut commander notre équipement, il n'y a pas de problème. Alors, on remercie Plan de Match, évidemment, de supporter donc, de soutenir notre balado contre compte. Évidemment, pour plus de détails, Alain, visitez notre site Internet pour en savoir plus sur notre balado, comment nous regarder ou nous écouter, donc www.comptecomplet.com. Quelques équipes ont perdu des soldats, Marc, mais on va parler des Brewers de Milwaukee. Meilleur dossier du baseball majeur, meilleur différentiel, équipe surprise. On a déjà analysé un peu ce qu'ils faisaient de bien. Mais là, au cours des 3 dernières semaines, ça fait 3 releveurs qui tombent au combat, dont le releveur numéro 1, McGill, Mears et Miller aussi. Manque à l'appel. Avec les séries qui s'en viennent, Marc, je sais qu'on a un bon personnel de partant. Ils vont bien. Tu as ton numéro 1, Peralta, on limite son nombre de manches. On veut le garder pour l'ensemble des séries. Woodruff, c'est bon. Priester, quelle belle surprise. Quintana donne du bon rendement. Bref, on est quand même pas trop mal. Il y a des décisions sur lesquelles, je suis pas sûr, là, Andrew Vaughn, moi, je le ferais jouer régulièrement. On le remplace de temps en temps de ce temps-ci. Je sais qu'il a modéré, là, mais enfin, c'est pas de ça qu'on veut parler. C'est le fait que 3 releveurs, là, Marc, coup sur coup, tombent. C'est pas de bon augure en vue des séries, mais on a des bons bras en relève chez les Brewers. C'est juste qu'il va falloir être plus imaginatif. Oui, j'imagine que Ribé va avoir un peu plus d'action en fin de rencontre, en 9e manche, mais ça reste que là, j'imagine le personnel médical de dire, hey, là, faut ramener nos gars au jeu rapidement. Là. Donc, il y a probablement disons, on va se concentrer beaucoup sur ces gars-là, à savoir est-ce qu'on peut les ramener à temps pour les séries, parce qu'Alain, tu sais, t'as beau tester la profondeur, tu avais un système là, qui avait été implanté. Tu avais des releveurs qui avaient des rôles, tu avais des gars qui lançaient la 7e, la 8e. Bon, alors c'est sûr que ça devient un petit peu plus compliqué pour Pat Murphy. Mais connaissant les Brewers qui ont surpris tout le monde, qui font tout bien sur le terrain, tu as l'impression, on va sûrement trouver des solutions. Mais Alain, on le dit souvent, des blessures, tu peux pas remplacer ça par un seul gars. Il faut que tout le monde embarque dans le processus. Puis c'est le dernier droit. Heureusement qu'on a quand même une avance, bon, on va dire relativement confortable, mais ça reste que c'est des défis additionnels. Puis là, ben, le danger, Alain, c'est que si toi, tu es un releveur, puis là, ben, ton rôle vient de prendre de l'importance un peu plus. Je dis pas qu'il n'a pas été pas important, mais c'est comme n'importe quoi. Là. Est-ce que je serre la balle un petit peu plus? J'ai un peu plus de pression, faut que je fasse mieux, faut que je m'assure que... Fait que c'est juste ça. Là. C'est vraiment l'aspect même mental là, qui devient important pour ceux qui vont venir faire le travail un peu plus tard dans le match. Mais sinon, on a quand même des gars qui sont capables de retirer des frappeurs sur des prises puis retirer des frappeurs en fin de match. Fait que
Mais on teste la profondeur. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Oui. Marc, dans les partants que j'ai nommés des Brewers, à dessein, je n'ai pas mentionné Mazeroski. Est-ce que ce gars-là pourrait, rendu en série, se retrouver en relève? Ben, la réponse est oui. La réponse, absolument. Puis, tu sais, regarde, rappelle-toi David Price. Rappelle-toi, je veux dire, on pourrait rappeler des gars qui... il a certainement la puissance pour d'arriver en relève. Oh oui, là, ben oui. Mais tout dépend du joueur. Tu sais, est-ce que ce joueur-là a déjà joué le rôle? Est-ce que... Parce que, tu sais, Alain, être releveur, être partant, c'est deux choses. Il y a une préparation qui est différente. Ton bras est comme, entre guillemets, le programmé différemment. Fait que ça dépend. Ça dépend du lanceur. Est-ce qu'il est capable? Premièrement, est-ce que c'est quelque chose qu'il veut vraiment faire? La réponse, habituellement, est oui. Mais est-ce qu'il peut s'adapter? Est-ce qu'un échauffement qui est beaucoup plus court? Parce qu'on sait qu'un releveur, là, c'est comme, hey, il y a le téléphone, puis prépare-toi. Tandis qu'évidemment, quand on est partant, ben, on a notre routine. Alors, il y a un paquet de facteurs, mais la réponse est oui, Alain. Écoute, ce gars lance 103, là. T'as besoin de 2 ou 3 retraits, là, en fin de match. Fait que oui, ce gars-là va faire partie des solutions, absolument. Jason Adam marque sa blessure. C'est un match qu'on a présenté au cours de la dernière semaine. On se doutait pas mal sur le coup. On ne savait pas exactement la nature de la blessure. Finalement, c'est le muscle qui a cédé. On a une très bonne relève chez les Padres de San Diego. Moi, ça ne m'inquiète pas outre mesure. Moi, ce qui m'inquiète chez les Padres, c'est qui ton numéro 1? Nick Pivetta lance pas aussi bien qu'en première moitié. C'est pas mauvais. Mais je trouve que chez les partants, c'est loin d'être convaincant ce qu'on a avec Pivetta, Cease et Darvish qui sont des boîtes à surprise présentement. Ouais, écoute, on a vu le meilleur de Dylan Cease, puis on a vu le pire de Dylan Cease trop souvent. Et trop souvent, c'était vraiment des en dents de scie. Alors, tu vas avoir en série, c'est lequel qui va se présenter? Là? Ça, c'est la grande question. T'sais. Les Padres n'ont pas profité vraiment des problèmes des Dodgers. Là. Ouais. Je veux dire, c'est très serré, mais on aurait pu profiter de cette séquence, la mauvaise séquence des Dodgers, on ne l'a pas fait. Dans le cas de Jason Adam, Alain, s'il y a une équipe que je trouve qui utilisait bien ses releveurs dans des rôles précis. Moi, écoute, j'ai jamais été releveur, là, mais j'ai couvert beaucoup d'équipes, tu sais, où tu avais tes gars en 7e, tes gars en 8e, puis ton gars en 9e. Tu sais, on en a vu souvent, Alain, au cours des dernières années, là. Je trouve que, tu sais, Adam faisait le travail. C'est souvent le gars qui était appelé en 7e, même si c'était les frappeurs 3, 4, 5, par exemple, c'était ton gars qui était là, puis bon. Fait que, oui, on a des bons bras en relève, puis ça peut, on peut compenser, si tu veux, la perte, mais ça reste quand même, c'est peut-être un petit peu plus lourd qu'on le pense, là, cette perte de Jason Adam. Mais c'est vrai que c'est au monticule, comme partant, qu'il va falloir... Mais tu sais, Alain, je veux dire, c'est tout le temps ça. Qu'on parle du golf, qu'on parle du baseball, on parle toujours de constance. Tu sais, tout le monde veut tout le monde va être bon tout le temps. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Alors, mais certes, chez les Padres, ça serait le fun là, d'avoir, d'ici la fin de l'année, là, une couple de séquences où tes partants t'en donnent pas mal plus. Là, parce que là, ça fait un petit bout de temps là, que c'est un petit peu en dents de scie, là. Oui. Parlant de partant, il y en a un qui est venu à un cheveu de l'exploit, c'est Yoshinobu Yamamoto avec les Dodgers de Los Angeles. Match en point de sûr jusqu'à 2 retraits en 9e manche. Holiday qui frappe la balle tout juste de l'autre côté de la clôture. Il y a plusieurs qui ont analysé le jeu de Pagaisse au champ centre. Marc, ça aurait été un jeu, regarde, hors pair s'il avait réussi à capter cette balle. Là, on va s'entendre là-dessus. Là. Je ne sais pas s'il y a un voltigeur de centre dans le baseball majeur qui aurait pu réussir à capter la balle. Mais c'est parce que non seulement il a perdu son match, sans point ni coup sûr, il a perdu évidemment son jeu blanc, il a perdu le match complet, et les Dodgers ont perdu le match. Marc, tu mènes par 3 points en 9e manche, que tu as un match en point ni coup sûr, tu mènes par 3, tu n'as personne sur les sentiers, 2 retraits, tu n'es pas supposé de perdre ce match-là. Et ça met en lumière les ennuis. Encore une fois, en relève, c'est pas la seule équipe. On a parlé des Yankees, on a parlé des Blue Jays. Chaque équipe a ses défis. Puis chez les Dodgers, Marc, les fins de match, c'est hasardeux. Là. Mais ça expose aussi, Alain, le fait que la beauté du baseball, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Ouais. Non, mais tu comprends, 2 retraits, t'es à 1 retrait d'un match sans point de coup sûr, d'un jeu blanc, d'un match complet, tu l'as dit. Puis tu perds le match avec une avance de 3. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est plate pour les Dodgers, là. C'est plate pour Yamamoto.
Puis en passant, la balle frappée par Jackson Holliday, écoute, c'est une flèche, cette affaire-là. Le voltigeur n'a pas beaucoup de temps à se synchroniser. Tu sais, un haut ballon, là, c'est pas mal plus facile. Là. Croyez-moi qu'une flèche, là, le temps de réaction, de regarder la clôture, la piste d'avertissement, la balle, tout ça en même temps, il n'y a rien d'évident dans ça. Là. Donc, de blâmer un voltigeur ou de questionner là-dessus, là, oubliez ça, là, ça n'avait pas sa place. Mais écoute, Alain, puis tu sais, moi, je blâmerais pas Roberts d'avoir enlevé. Il y avait 110 lancés, là, dans le cas de Yamamoto. Tu sais, ça, j'avais pas de problème. Tu as 2 retraits, va te chercher un dernier retrait avec 3 points d'avance. On n'est pas capable de fermer la porte. Fait que, tu sais, quand on disait tantôt qu'il y a plein d'équipes en série, personne se démarque, ça inclut les Dodgers. Il y a des Dodgers qui commencent une série de demain matin, Alain. Que ce soit une série de 3-5 ou 4-7. Ben, ça sera pas facile. Avec ce que la relève est en train de faire, je vais te dire une chose, des équipes qui pourraient arriver en confiance face aux Dodgers. Alors, il reste un petit peu de temps pour remettre le bateau à niveau, là, maintenant, mais moi, je trouve que il y a des décisions qui vont être prises. Il y a des gars qui ne fonctionnent, mais pas bien du tout là, du côté des Dodgers. Puis, c'est une défaite, Alain, qui pourrait laisser, qui pourrait faire mal éventuellement là, aux Dodgers. Je regardais, Marc, ma statistique préférée pour les releveurs, là, et Tanner Scott est dernier chez les Dodgers. Ah non, mais écoute, Tous lanceurs confondus, et Blake Trinan est dans le négatif. Tes 2 releveurs les plus fiables présentement, ce sont tes 2 gauchers, Vesia et Banda. Tu sais, Alain, il y a bien des gars qui faisaient partie des joueurs mis sous contrôle, des transactions que les Dodgers ont fait durant l'hiver en se disant, ma foi, ils vont en gagner 110, 115. Mais tu sais, ça joue sur le terrain, Alain, t'as beau avoir sur papier des gars qui sont capables de faire le travail, tu comprends? C'est pas facile. Écoute, les critiques, Alain, après ce match-là, là, je regardais des commentaires des partisans des Dodgers, là, ouf! Fait que tu sais, ça critique, là. Sortez-moi tout ça de là, congédiez-moi tout le monde dans le bullpen. Tu sais, c'était là. Non, les gens sont pas contents là, de ce qui se passe là. Effectivement. 3 semaines pour tenter de regrouper tout ce monde-là pour Dave Roberts et l'organisation des Dodgers. La carte de la semaine est une présentation de cartes-union.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles disponibles sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100%. On s'arrête sur Tris Speaker, membre du Temple de la Renommée. C'est la carte numéro 166 de l'année 1917. Il était à ce moment-là avec la formation de Cleveland. On venait tout juste de changer le nom. Ça faisait quelques années à peine. Ça s'appelait les Naps auparavant, les Naps. Pourquoi? Parce que le gérant, c'était Napoléon Lajoie. Et là, on a changé à la suite d'un sondage. Les Indians, pourquoi? Ben pour commémorer Mark Lou Sokalexis, qui était un autochtone qui avait joué pour Cleveland à la fin des années 1800. Donc, Tris Speaker, Marc, membre du Temple de la Renommée, 1937. Ces cartes-là sont de format 5 cm par 8 cm, 2 pouces par 3 pouces pour les plus vieux. Il y a 200 cartes dans l'ensemble. Et parmi ces 200 cartes, il y a 27 membres du Temple de la Renommée. Tris Speaker est encore le détenteur du record du baseball majeur pour le plus grand nombre de triples. Il a une fois remporté la triple couronne. Ma triple couronne, Marc, c'est pas le nombre de coups de circuit, points produits et moyenne au bâton. Moi, ma triple couronne, c'est moyenne, présence sur les buts, moyenne de puissance. Ça, c'est la vraie triple couronne pour les frappeurs. Donc, Tris Speaker l'a remporté une fois, plus de 3500 coups sûrs. Il a gagné la Série mondiale avec les Red Sox de Boston et comme gérant, joueur gérant avec les Indiens de Cleveland, c'était en 1920. Et Marc, pour Speaker, après Cleveland, sa carrière de gérant a pris fin de façon abrupte en raison d'allégations très sérieuses de gambling. Là, 1920, c'est l'année qui a suivi, tu comprends, la Série mondiale de 1919 avec les White Sox de Chicago. Et le scandale a éclaté à la fin de la saison 1920. Tris Speaker était là-dedans. Des années plus tard, il y a des échanges de courriers, c'était pas des courriels, je dis bien courriers, qui faisaient en sorte que Speaker, peut-être aurait parié, mais toujours est-il, Marc, qui n'a jamais été gérant. Ty Cobb était mêlé dans cette histoire-là. Lui non plus n'a jamais été gérant. Est-ce qu'on a abri cette histoire-là? Puis dans le cas de Speaker aussi, Marc, d'autres allégations sérieuses d'implication dans le KKK. Marc, qui n'a jamais été dans le monde du baseball par la suite, ça a été enterré. On n'a jamais investigué davantage.
Mais toujours est-il que si on parle strictement de baseball, c'était un des plus grands voltigeurs de centre de l'histoire du baseball. Malheureusement, un leg qui a été terni un peu par toutes ces histoires-là en fin de vie. C'est le temps d'encourager les jeunes à la lecture. L'école vient de recommencer. Pourquoi pas jeter votre nez, vos yeux, votre inspiration dans les livres. Livres de notre ami Bob McDuff. Je vous invite à aller sur son site internet www.baseballbob.ca. Lui qui a pondu 4 livres de la série Baseball Bob. Donc avec le thème principal, évidemment, le baseball, des livres pour enfants qui va vous aider à développer votre imagination et votre intérêt, pourquoi pas, sur la lecture et le baseball. Marc, notre profil aujourd'hui, Nolan McLean, qui a gagné ses 4 premiers matchs, 4 premiers départs avec les Mets de New York. C'est jamais arrivé. Et pourtant, il y en a eu des bons, des lanceurs avec les Mets de New York au fil des années. Je pense à Tom Seaver, je pense à Dwight Gooden. Il y en a eu quelques autres. McLean, lui, 4 départs, 4 victoires. Jamais repêché à l'issue des écoles secondaires. Marc, il y a des circonstances atténuantes 2 fois plutôt qu'une. 1. Il a gradué en 2020. Donc, je te rappelle qu'en 2020, il y a eu seulement 5 rondes au repêchage. Deuxième chose, il s'en allait jouer au football à l'université, puis à Oklahoma State. Il s'en allait jouer au football et au baseball, les deux. Se distinguait pas encore, Marc, comme lanceur. C'était un joueur qui jouait ou qui lançait, mais qui excellait avec un bâton. Il a joué une session, la première session d'automne au football, avant de se concentrer au baseball, repêché une première fois par les Orioles de Baltimore. Il a décidé de continuer une année de plus. Et par la suite, il s'est retrouvé avec les Mets de New York, un choix de 3e ronde. Les Orioles aussi l'avaient repêché au 3e tour. Marc, tu trouves épatant, toi, ce qu'il a réalisé depuis le début. Pas seulement le fait qu'il y a 4 victoires, mais le fait que ce gars-là se comporte littéralement comme un vétéran au monticule. Ouais, ce que j'aime, Alain, c'est que ça fait longtemps que j'ai vu un droitier, un lanceur droitier, qui n'est pas nécessairement considéré comme un lanceur de puissance, même si à lance, il est capable de pousser à 95, oui. Mais on parle plus de 94. Mais Alain, ça bouge tellement, là. Ça bouge tellement. Donc, c'est de la finesse, mais de la finesse qui a du mouvement comme... Bon, je dirais pas que j'ai rarement vu, là, mais je veux dire qui est assez... C'est assez impressionnant quand même de le voir travailler avec cette balle-là. Bon, c'est un jeune parce qu'il a seulement 4 départs, mais il a 24 ans. Donc, c'est un gars qui a une certaine expérience, mais d'arriver dans le baseball majeur contre les meilleurs frappeurs au monde, les faire mal paraître de la sorte, Alain, il y a quelque chose de spécial dans Nolan McLean. Oui, puis Marc, son premier vrai test, je sais pas qu'il n'y en a pas eu, là. Il a gagné ses 4 matchs. Mais là, il affronte les Phillies ce lundi soir pour la 2e fois en pas grand temps. Je pense que ce soir-là, ça va être un test important pour Nolan McLean. Oui, parce que les informations circulent rapidement et là, tu as beau l'information, mais là, ce qu'on t'a déjà vu en plus, fait que oui, tu as raison de dire que c'est un gros test, surtout contre une équipe de vétérans frappeurs qui savent s'ajuster, qui savent s'adapter. Alors, effectivement, un autre gros test pour les Mets. Qui ne semble pas vouloir vraiment rejoindre les Phillies en tête de la division. Là. Non, c'est pas parti pour ça. Donc, on vous invite d'ailleurs à regarder ce match un peu plus tard. On vous fera part là, des affrontements au cours de la prochaine semaine. Framber Valdez, Marc, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé. Il s'est écrit beaucoup de choses sur l'incident qui est survenu, pas son dernier départ, mais en début de semaine. Son agent a beau dire, on va voir, premier, l'incident, c'est que il vient de donner un coup de circuit. On affronte des Yankees de New York à Trent Grisham. Son receveur, qui est un jeune, César Salazar, lui avait demandé « Retire ton pied de la plaque » et Valdez a fait sa tête. Il a lancé un tir qui s'est retrouvé de l'autre côté de la clôture. 2 tirs plus tard, y a-t-il eu confusion ou non? Son agent a beau dire faut pas croire qu'il a fait exprès. Le langage corporel de Valdez nous dit d'autres choses. Il faut se mettre la tête dans le sable pour penser autrement. Là. Exact. Et moi, Alain, il n'y a plus d'excuses avec le fameux pitch-com. Là, je veux dire, j'ai déjà vu des receveurs dans des stades où c'était mal éclairé. J'ai pas vu ton doigt. Je pensais que tu avais mis 3 doigts, puis c'est finalement 2 doigts. Puis bon, ça peut passer. Là. Mais là, dans les circonstances, où tu l'as bien décrit, il demande à Valdez de retirer son pied de la plaque parce que, bon, il y a peut-être confusion, on n'est pas certain. Valdez qui a le temps de retirer son pied de la plaque, qui a le temps complètement d'arrêter, là,
décide quand même de lancer la balle, puis la balle se retrouve de l'autre côté de la clôture pour le grand chelem de Trent Grisham. Ouais. Déjà là, tu te dis, c'est un peu spécial, mais bon, peut-être que lui, il était convaincu, puis... Mais là, de voir réagir de la sorte, Alain, premièrement, c'est ultra, ultra dangereux ce qu'il a fait. Ouais. C'est vraiment, là, ça aurait pu blesser gravement le receveur. Ça, c'est la première des choses. Donc, mais Alain, ça ne se fait pas. En fait, là, je trouve ça épouvantable. Mais je vais appeler le terme même dégueulasse de faire ça. Puis, c'est un manque de respect total, non seulement du receveur, mais de l'intégrité du jeu. Ça ne se fait pas ce qu'il a fait. C'est complètement inadmissible, et surtout dans le baseball moderne où tu as des caméras, tu as des micros, tu as des systèmes électroniques, tout le monde. C'est même pas subtil son affaire, là, c'est flagrant. Ça a brassé dans le vestiaire et pour cause, mais moi je pense que ça va laisser des séquelles. Ça va laisser des séquelles, Alain. Ça en va joueur autonome. Je te dis pas que il fera pas beaucoup d'argent, là. Il y a tout le temps une équipe qui va lui donner de l'argent, là. Mais ça va peut-être éliminer certaines équipes qui se sont dit, regarde, on n'est pas certain, mais là, ça vient peut-être de l'éliminer complètement. Tu veux pas un gars de même dans ton équipe. Le baseball, là, c'est 162 matchs à l'intérieur d'un 178 jours à peu près, là. T'es tout le temps avec tes coéquipiers. Tu veux-tu un gars qui réagit de même? Je te dis, ça n'a aucun sens. En tout cas, moi, là, j'ai entendu des entrevues, Alain, d'anciens receveurs, là. Plusieurs d'ailleurs. Puis, écoute, c'était unanime. Il dit, en dehors des caméras, là, dans le couloir, là, on allait régler ça là. C'était comme ça, là. Tu sais, je veux dire. Alors, non, ça, moi, c'est un geste, pour moi, c'est inacceptable à plusieurs points de vue. Tu ne fais pas ça. Puis, les Astros qui sont, on va se le dire, qui sont pognés encore avec une affaire de même, là, mais c'est pas évident. C'est pas évident, puis et je suis sûr qu'il a perdu le respect de pas mal de coéquipiers dans cette équipe-là. Oui. Bien d'avis, on verra, là, des séries s'en viennent. Il y a des retours quand même attendus. Jordan Alvarez commence à frapper la balle d'aplomb. Ça, c'est très, très bon signe, là. Jake Myers est revenu. Ça va stabiliser le champ-centre, ça aussi. Puis Marc, Luis Garcia, qui a eu un très bon premier départ. Christian Javier, c'est en dents de scie, mais il y a des choses positives pour les Astros. Il faudra peut-être les surveiller. Peut-être le gros morceau qui reste, c'est Josh Hader. Est-ce qu'il va revenir pour le mois d'octobre? On verra. Marc, Mason Miller a réussi une manche immaculée. Mason Miller lance, on le sait, à plus de 100 000 à l'heure. C'est la moyenne de sa balle rapide, une des plus puissantes dans le baseball majeur. Tu dis, un lanceur qui lance 100 000 à l'heure, qui fait une manche immaculée, il n'y a rien d'exceptionnel. Bon, ça n'arrive pas souvent pour mettre des choses, même à 100 000 à l'heure. Mais l'autre, Marc, c'est qu'il l'a fait sans utiliser sa balle rapide. Mais je regardais l'utilisation de... C'est 2 tirs, hein? C'est une balle à effet puis une balle rapide. C'est à peu près ce qu'il a. Le seul parallèle que je peux voir dans un autre lanceur, Marc, c'est Andrés Munoz avec Seattle, hein, qui a une balle rapide qui frôle les 100 000 à l'heure et qui l'utilise à peu près une fois sur 3. Il aime beaucoup sa balle glissante, Andrés Munoz, puis il y a une autre balle à effet aussi qu'il ajoute. Ça te dit quoi? Est-ce que ça te dit que, bon, Miller est plus dangereux qu'il l'était? Est-ce qu'il a voulu prouver quelque chose? Je ne sais pas comment le prendre. C'est vrai que c'est spécial. Tu sais, c'est comme de me dire, Alain, Carl Hendricks a réussi une manche immaculée en lançant juste des balles rapides. Tu comprends ça? C'est peut-être pas aussi pire, là, mais ce que je veux, c'est quand même, non, mais je sais pas comment, je veux dire, le rôle du lanceur, Alain, ne change pas. On veut désynchroniser, on veut déjouer, on veut... Mais effectivement, qu'un gars qui lance 100 000 à l'heure, qui lance que des balles à effet et va chercher une manche immaculée, c'est pas mal une manche immaculée, c'est quand même un bel exploit, là, on va se le dire, là, même si c'est pas une rareté, là, mais ça reste quelque chose d'assez, surtout lorsqu'on parle du baseball majeur, des meilleurs frappeurs au monde. Mais je l'ai trouvé spécial. La prochaine fois que Mason Miller va aller au monticule, Alain, parce qu'on sait que, bon, l'information circule. Mason Miller vient d'avoir une manche immaculée. Tu vas arriver au bâton, est-ce que tu t'attends que des balles à effet ou il va nous surprendre avec que des balles rapides? Alors, tu sais, dans son sens, c'est pas mauvais du tout pour lui. Mais, écoute, Alain, je dois avouer qu'effectivement, c'était comme...
Premièrement, le premier lancé n'était même pas une prise, mais ça, c'est pas grave, là, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est quand même, non, mais c'est quand même spécial. Puis effectivement, pour lui, ben, tu sais, il y a des informations qu'on ne sait pas. Peut-être qu'Alain, il se sentait bien, mais il n'était pas capable de la placer, sa balle rapide. Ça se peut que ça soit ça aussi. Mais il n'y a aucun frappeur qui est au courant de ça. Donc, et quand tu affrontes un gars comme lui, comme frappeur, c'est que tu anticipes toujours la balle rapide, puis tu t'adaptes, tu t'ajustes à la balle à effet. Mais, tu sais, je veux dire, t'ajuster, c'est facile à dire, pas toujours facile à faire, là, tu sais. Alors, lorsque c'est 100 000 à l'heure, faut que tu, entre guillemets, faut que tu triches un peu, puis tu partes tes affaires un petit peu plus tôt. Là, à chaque fois, ben, c'est balle à effet. Fait que là, t'as un frappeur qui laisse passer parce qu'il est un peu désynchronisé, puis là, ben, finalement, tu te dis, écoute, la balle rapide s'en vient, là, tu sais. Alors, ben, regarde, il a joué dans la tête des frappeurs, ça, c'est clair. On verra ses prochaines sorties si ça va avoir eu des séquences, ou pas des séquences, mais si ça va avoir eu des répercussions sur la suite des choses. Absolument. Ben, comme tu dis, Marc, c'est pas fou de préparer la table pour ce qui s'en vient, de le faire dans un match de saison régulière alors que les Padres sont bien placés pour faire les séries. On aimerait terminer premier, mais toujours est-il que, moi, effectivement, c'est un bon point, Marc, que tu apportes sur le fait peut-être qu'on prépare des choses. Décès de Davey Johnson, qui a été joueur. On l'a connu, nous, à notre époque, comme gérant. Il a été un très bon joueur, Marc. Il a fait partie du premier trio de joueurs de la même équipe à frapper 40 coups de circuit. Ça, c'était en 1973 avec Hank Aaron, puis Darrell Evans. Et je te ferai remarquer qu'il n'a jamais frappé 20 circuits dans aucune autre saison dans le baseball majeur, Davey Johnson. Donc, je pourrais parler avec Brady Anderson à cet égard. Comme gérant, il a remporté la Série mondiale avec les Mets de New York. Certains prétendent que les Mets auraient pu en gagner plus. Il y avait quand même des personnages particuliers avec les Mets de New York. Marc, c'était pas facile de dompter ce cheval sauvage qu'il y avait dans les mains. Là. Je parle de l'ensemble de l'équipe, Marc. Les Mets de New York de la fin des années 80. Et il a aussi amené son équipe en série avec les Orioles de Baltimore, avec les Reds de Cincinnati, avec les Nationals de Washington. La seule équipe, Marc, avec laquelle il ne s'est pas rendu en série, c'est avec les Dodgers de Los Angeles. Puis là, il y a des circonstances atténuantes, Marc. C'est Kevin Ballone qui était le directeur général. Juste dire ça comme ça. Donc, dans le cas de Davey Johnson. Marc, il était gérant à l'époque où toi, tu jouais. Je ne sais pas s'il y a des trucs que tu voudrais partager là, de façon particulière avec Davey Johnson. Mais c'est un fait que son arrivée avec cette jeune équipe arrogante, pas toujours discipliné. Est-ce que c'était le gérant parfait pour cette équipe-là des Mets de New York? Ben, il me semblait que oui. T'sais, il me semblait que, Alain, premièrement, d'être gérant à New York, c'est une chose. Deux, avec le caractère de certains des joueurs dans cette équipe-là, les égos. Il fallait trouver des solutions là, pour que le message passe, pour que les gars puissent, ramer dans le même sens. Fait que moi j'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui avec ce qu'il a fait avec cette équipe-là. J'ai toujours trouvé que c'était un gars qui était à la bonne place, c'était une bonne tête de baseball. Mais il était le gérant parfait pour les Mets de New York, selon moi en tout cas. Avec cette époque qui était spéciale, faut-il le dire. Alors, d'ailleurs, tu regardes les commentaires des gens depuis son décès, tu dis, bon, c'est un gars qui était très, très, très respecté dans ce qu'il faisait, puis il le faisait bien. On dit que c'est un des premiers à utiliser l'ordinateur. Dans le fond, Marc, ce qu'il a fait, c'est pas de l'analyse statistique qu'il faisait, c'est tout simplement que se servait de son ordinateur pour compiler un paquet de données plutôt que d'avoir une pile ça d'épaisse de feuilles. Tu comprends? Il rentrait ça dans l'ordinateur. Moi, ce que je retiens, c'est une anecdote, Marc, sur son époque avec les Mets de New York. Et alors qu'en 86, tout allait bien, puis je pense l'incident de l'avion, je pense que c'est après la série contre Houston, aucun joueur s'est ouvert la trappe sur ce qui s'est vraiment passé. Mais toujours est-il qu'il y a eu des dommages importants dans cet avion où on a fêté allègrement. Et quand est venu le temps d'avoir la facture pour payer des dégâts, Davey Johnson dit aux joueurs, il a déchiré la facture, il dit on va laisser les propriétaires s'arranger avec ça quand on va gagner la Série mondiale, ils vont être bien contents de payer. Il était du côté des joueurs, autrement dit. Puis, comme tu mentionnais, puis c'est documenté aussi, il y a pas mal de choses qui ont été écrites, filmées, des témoignages de joueurs qui étaient là à l'époque. C'est pas tout dit, mais il s'est dit pas mal de choses, Marc. Puis tu regardes aussi
les joueurs aujourd'hui, puis tu te dis, ouais, à cette époque-là, ça ne devait pas être facile de tenir en laisse ces joueurs-là. Non, mais surtout, tu étais à une époque, Alain, où on venait, c'était le petit général, tu sais, les gérants qui essaient de contrôler. Fait qu'on était à une époque où c'était en train de se transformer, tout ça. Oui, exact. Alors, lui, s'est mis du côté des joueurs, puis c'était comme, oh! Ouais. Sans dire qu'il était le premier à le faire, mais tu sais, c'était quand même dans les premiers à prendre la position des joueurs au lieu de la haute direction. Tu sais, on va dire ça de même, là. Puis, fait que c'est pour ça que je pense qu'il a réussi à ramener tout le monde dans, tu sais, parce que, rappelle-toi les Mets, là, tu sais, je veux dire, il y avait des égos assez importants dans cette équipe-là, là. Tu sais, Ray Knight ne donnait pas sa place, là. Bon, t'as Keith Hernandez, Gary Carter qui était là, Strawberry, tu sais, je veux dire, les Dykstra de ce monde, en tout cas, tu comprends, il y avait bien, c'était pas évident, là. C'était David Cone, tu sais, les gars avaient leur propre horaire, puis à un moment donné, ben, il fallait que tu rassembles tout ça ensemble, là. Oui. La bataille avait pris, Marc, lors de la photo d'équipe entre Keith Hernandez et Darryl Strawberry. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais c'est que Darryl Strawberry était en négociation. Ça allait pas bien avec les Mets. Puis Keith Hernandez trouvait que c'est ça. Ça amenait quelques distractions pas nécessaires. Et Strawberry de dire à Hernandez de se mêler de ses affaires. Puis quand les deux se sont retrouvés proches l'un de l'autre, regarde, c'est pas sûr. Les sourires avaient été un peu forcés dans la photo des Mets de New York. Enfin, c'était les Mets, Marc, puis juste le dernier commentaire, tu sais, sur les Mets, pas juste sur les Mets, mais il y a un parallèle à faire avec les Expos de 94 avec cette équipe-là. Je ne dis pas qu'on était aussi fêtards que les Mets, là, mais le parallèle, c'est que c'était deux jeunes équipes talentueuses qui le savaient puis qui tombaient sur les nerfs des autres équipes. 94, Marc, les Expos ont été mêlés dans plusieurs incidents sur le terrain, hein, faut bien s'en rappeler. C'était la même chose avec les Mets de New York. C'était la même chose avec les Reds de Cincinnati de la fin des années 80, Marc. Là aussi, il y avait les trois releveurs. Là, il y en a un qui était spécialiste des arts martiaux, Randy Myers. Randy, t'avais Norm Charlton, puis t'avais Rob Dibble qui portait très bien son nom quand on traduit en français. Là. Ça faisait pas son affaire, ça ne dérangeait pas, lui, de te viser des côtes. Il y avait un parallèle à faire. Les Mets, en plus d'ajouter cette arrogance, Marc, c'est juste comme tu disais, chacun avait son horaire à lui, mais rendu sur le terrain, Marc, ça joue en balle. On va le dire, puis comme tu disais, David Johnson était le gérant parfait pour eux autres. L'horaire de la semaine, il reste 3 semaines. Présentation de Leicester, c'est le maître du Smoke Meat et des hot dogs depuis 1931. Un match, et il y en aura plusieurs importants au cours du mois qui vient, en fait. Les séries sont commencées pour plusieurs équipes, spécialement dans la Ligue américaine. Donc, on vous invite évidemment, avec vos amis, pourquoi pas, faire appel à Leicester. 3 matchs. New York, Mets, Philadelphie. C'est la deuxième série en pas grand temps entre les deux formations. Les Mets qui ont balayé les Phillies lors de la dernière série entre les deux équipes. Donc, 18h30, RDS2 ce lundi. Mercredi, on verra l'autre équipe de New York, les Yankees, contre les Tigers de Détroit, qui ont peut-être eu la vie un peu trop facile au cours des dernières semaines, les Tigers. Ils ne sont pas menacés, les Tigers. Un bon test en début de semaine pour cette formation à RDS, mercredi 19h. Et on verra qui dimanche? Les Yankees contre les Red Sox de Boston au Fenway Park. C'est à compter de 19h. C'est un duel à ne pas manquer entre deux équipes qui se battent l'une contre l'autre pour, évidemment, gagner une place au classement et pourquoi pas rejoindre les Blue Jays de Toronto. Voilà ce qui complète ce balado. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Et le compte à rebours est commencé. Du bon baseball en perspective au cours de la prochaine semaine. Salut tout le monde. Portez-vous bien. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.